Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive. J'espère que vous allez bien. Simplement me saluer si vous êtes présent sur ce live. 12 décembre, ce soir, nous allons traiter du désir comme manque. Le désir comme manque et souffrance, une théorie soutenue par plusieurs philosophes quand on pense à Platon, Épicure, et bien sûr Jean-Paul Sartre. Donc, le clavardage semble fonctionner. Alors, bonjour à tous et à toutes. Petit live à l'improviste, à l'impromptu. Donc, j'ai décidé il y a quelques instants, il y a 1h30, de vous présenter une petite rencontre. Nous allons bien sûr nous voir aussi la semaine prochaine, le 17 décembre à 13h, dans le cadre des activités philosophiques de l'OVS. Nous allons traiter, bien sûr, en cette journée du 17 décembre, une petite dernière rencontre bimensuelle au sujet du « Connais-toi toi-même » de Socrate le 17 décembre. Bien sûr, tel que promis, nous allons aussi nous voir le dimanche, la semaine prochaine, le 20 décembre, pour la transition vers la lumière, passage vers la lumière, et je vais m'entretenir en plein équinoxe. Donc, les journées vont progressivement rallonger. J'ai annulé la conférence, annulé la conférence du 27 décembre, je l'ai reportée jusqu'au 17 janvier. Je ne suis pas tout à fait prêt pour Clément Rosset et Spinoza, donc je mets ça sur la glace. Salutations à Mélanie, salutations à Vanda, à Karine, à Linda, qui vous êtes avec moi. Donc, je vais dans quelques instants traiter d'un sujet très important, le désir comme manque. Je vais faire allusion bien sûr à Platon et bien sûr à la théorie exposée dans le banquet de Platon. Il y a six discours sur l'amour présentés dans le banquet, dont un, le discours d'Aristophane qui parle de la douce moitié, la recherche de l'âme sœur. Je vais parler de ça dans quelques instants. Salutations bien sûr à Pierre, dit le trickster de Villeray. Salut Pierre, ça fait longtemps. Donc le clavardage fonctionne. J'ai coché pour les notifications. Donc tout va bien aller. Donc dans quelques instants, je vais parler de la notion du désir. Je vais définir qu'est-ce que le désir, faire des allusions à Spinoza, à Platon, etc. Puis bien sûr, établir une critique, vous montrer que certains philosophes ont critiqué la théorie du désir comme manque. Je salue Tin, bien sûr, salutations à Mélanie et à Pierre, Linda et compagnie. Donc, Daniel aussi de Sainte-Thérèse. Voilà, donc dans quelques instants, je vais entamer mon sujet, mais simplement pour vous dire que il nous reste 2 belles rencontres avant le 3 janvier. Le 3 janvier, je vais parler du Carpe Diem d'Horace, une réflexion sur la belle citation qui apparaissait dans les poètes disparus, entre autres, en 89, « Saisir le jour ». Saisis, cueille le jour. Qu'est-ce que cela signifie, cette expression? Salutations aussi à Mylène de Saint-Lin, à Daniel de Sainte-Thérèse, à Tin de Montréal aussi, si je ne m'abuse, et à Mélanie de Laval. Donc, merci d'être là ce soir. C'était pas prévu un beau 12 décembre. Il y aura une éclipse solaire lundi, pas apparente ici cependant, peut-être en Amérique du Sud. Donc, c'est la nouvelle lune lundi, le 14 décembre. Allons-nous avoir de bonnes nouvelles? Alors, dans quelques instants, je vais commencer mon sujet, mais juste pour remercier les gens qui étaient là, notamment Mylène, Mélanie, ainsi que Linda qui était présente, ainsi que Tin, à cette belle rencontre que nous avons eue le 10 décembre. Écoute, c'était une rencontre remarquable qui s'intitulait « Qu'est-ce que l'amour de soi ?» En tout cas, ce fut pour moi très agréable, un bel échange. Et j'ai décidé de récidiver, non pas à la fin janvier, parce qu'à la fin janvier, on a des nouvelles rencontres, mais bien sûr, le 7 janvier au soir, j'ai discuté un petit peu avec Mélanie, on a essayé de concevoir ensemble, on a conçu ensemble un sujet qui s'intitule « Dire oui à l'existence ». Oser dire oui à l'existence. Allez voir le petit descriptif. C'est le 7 janvier, le jeudi soir. Salutations Isabelle aussi de Québec, qui était là à la conférence du
du 10 décembre. Donc, je suis en train de dire qu'on va avoir une super conférence en soirée. J'adore les conférences de soirée. J'adore aussi faire des lives vers 13h l'après-midi. Donc voilà, vous irez voir sur ma page, Mathieu Martel Philosophe, pour toutes les activités qui vont se déployer en décembre, janvier, février, mars et sûrement jusqu'à juin. Donc Christine, salutations à Christine qui m'a baptisé Monsieur Imprévu, en effet, ou Monsieur Spontanéité. Salutations à Rose-Hélène. De Rose-Hélène, on ne sait pas de quel coin, c'est une amie, je crois, d'Isabelle. Donc salutations à Rose-Héléna qui est avec nous. Donc, ce soir, on est une quinzaine, c'est merveilleux. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter, à poser des questions. Ce soir, on s'interroge sur la notion de désir, qui a même été critiquée, justement, par Arthur Schopenhauer. Faites-moi me rappeler de parler de Schopenhauer, de sa critique du désir. Donc, qu'est-ce que le désir? Comment peut-on définir le désir? Le désir est un élan, est un élan vers ce qui nous attire. Mais dans une certaine perspective philosophique, le désir est vu comme une recherche de ce que nous n'avons pas, de ce qui nous manque, une recherche de ce que nous ne sommes pas, peut-être pour nous compléter. Donc, on va comprendre que le désir est une tendance naturelle, inscrite pour certains philosophes qui croient à une forme de nature humaine, inscrite dans l'être de chacun, et c'est un élan, un appel, une attraction vers quelque chose. On peut être attiré vers le soleil. On a une tendance à aller vers le soleil, à chérir le soleil. D'autres ont une tendance à rechercher l'ombre. On peut être attiré par la beauté de quelqu'un. On peut être attiré par une belle mélodie, un beau phrasé de musique jazz. On peut aussi avoir de multiples désirs. Épicure diront que certains sont naturels et d'autres non naturels et en plus non nécessaires. Épicure a catégorisé dans la lettre à Ménécée, nous avons très peu de choses d'Épicure. Qu'est-ce que nous avons d'Épicure au niveau du corpus? Nous avons quelques lettres, dont 3 lettres, dont la lettre à Ménécée, les sentences et les sentences vaticanes. Bien sûr, les sentences vaticanes, je crois qu'elles ont été mises à jour au 19e. On a même trouvé aussi des stèles grecques et romaines avec des propositions d'Épicure. Pour Épicure, il y a 3 types de désirs. Les désirs naturels nécessaires. On parle ici des besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, se loger, se vêtir. On parle aussi, bien sûr, du fait de philosopher et d'échanger entre amis, très important pour Épicure, et de rechercher le bonheur. Mais il y a des désirs chez Épicure qui sont qui sont naturels mais non nécessaires. Tout ce qui est dans la forme de l'excès, l'excès du manger, l'excès du boire, l'excès de bouffe, l'excès de sexualité, etc. Toute forme d'excessivité liée à une soif profonde. Et notre Épicure va même parler, vu que j'en suis chez Épicure, de désirs non naturels, non nécessaires, qui sont les 3 grandes soifs. La soif de pouvoir, la soif de renommée, et la soif de plaisir, non, pas de plaisir, mais la soif de pouvoir, de renommée et de gloire, de pouvoir, renommée et de richesse, qui sont des soifs insatiables, qui sont des soifs qui vont troubler l'âme et l'esprit, qui vont devenir des éléments obsessifs. Mais je reviens à la notion de désir.
Épicure, lui, soutient même que le désir est inscrit dans l'homme. Il a essayé de nous faire trier les désirs en utilisant la raison, en pratiquant les vertus comme la modération, la patience, la justice, etc., et l'observation aussi, l'intelligence. Et Épicure, il va nous amener à, comment dire, rationaliser nos désirs pour ne pas perdre son temps à nourrir des désirs non naturels et non nécessaires, comme je viens de dénoncer, et en plus des désirs naturels, mais non nécessaires, comme les excès de tout genre. Épicure a compris un petit peu, à l'instar de Bouddha, un siècle avant lui, qu'il pouvait avoir une problématique du désir. Hein? Cette roue infernale que Schopenhauer a bien dépeint dans Le Monde comme volonté-représentation, en disant l'homme, l'être humain, est tiraillé par un désir qui est au fondement de sa nature même. Et le désir est souffrance. Et tout ce que l'être humain veut, c'est de le combler. Mais la satisfaction ne dure pas si longtemps que ça. Une fois satisfait, on retombe dans l'ennui. Et de multiples désirs, de tout genre, quelquefois non nécessaires, peuvent remonter à la surface. Et on est à nouveau piégé. Alors, qu'en est-il du désir comme manque? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par définition, notre nature profonde est poussée à partir à la recherche du nouveau, à la recherche de la beauté, de la vérité, à la recherche de la compréhension, à la recherche à être en mouvement vers quelque chose qu'elle ne possède pas, quelque chose qu'elle n'est pas, quelque chose qu'elle veut acquérir. Et c'est un petit peu la dynamique du désir. Schopenhauer a déclaré au sujet du désir, hein, le désir est comme un pendule, il oscille de droite à gauche, entre souffrance et ennui. Souffrance, pourquoi? Parce que lorsqu'on est tiraillé et lorsqu'on déclare nous-mêmes, j'ouvre les guillemets, je suis en manque de bouffe, je suis en manque de sexe, je suis en manque d'affection, je suis en manque de stimulation, je suis en manque de nouveauté, cela vient traduire, illustrer l'essence même du désir qui est un manque. Et on ne peut que rechercher ce que l'on n'est pas et ce qui nous manque, et ce qu'on veut posséder. Et on pense qu'une fois qu'on possède quelque chose, nous allons être satisfaits, mais dans la mécanique du désir, cela ne dure pas. Ça dure un moment. Donc, ce qui va faire dire à Schopenhauer que dans sa philosophie quelque peu pessimiste, qu'il fallait plutôt éviter les problèmes, éviter de simplement être mu par des désirs. On le voit un petit peu pessimiste ici, et on le voit qu'il critique, qu'il voit un gros problème avec le désir profond, parce qu'insatiable, parce que incessant aussi. Et Schopenhauer va nous dire, bon, la meilleure voie, c'est d'éviter les problèmes, d'éviter de partir à la recherche de toute forme de désir, parce que une fois qu'on est satisfait, le plaisir ne dure pas longtemps, et après, qu'est-ce qui arrive? L'ennui. Et si on se fait dire non, on est face à la frustration. OK? On est face à... Le désir, notre souffrance de base, lorsque nous sommes en manque, elle va être augmentée plus on se fait dire non, plus la satisfaction est retardée. Donc, il y a une forme de mécanique de souffrance. Sartre pense ça, Épicure, Schopenhauer et Platon en quelque sorte. C'est pour ça que Platon va essayer d'amener le désir vers la connaissance, la libido sciendi, le désir de comprendre. Hein, est inspiré, on se sert du désir pour aller vers le monde des idées, vers la connaissance, et non pas simplement vers les simples satisfactions des besoins primaires, des besoins essentiels, ou de la luxure, etc.
des désirs, la satisfaction des désirs sensoriels. On sait que John Stuart Mill, qui a écrit entre autres de la liberté, qui est un hédoniste, conséquentialiste, a parlé que les plaisirs, parce qu'on sait que un désir satisfait procure un certain plaisir, une satisfaction, un bien-être, était quand même de vaste. Donc, notre ami Stuart Mill, qui est un hédoniste, qui croit au plaisir, mais étendait le spectre des plaisirs. Les plaisirs ne sont pas simplement sensoriels, affectifs, psychologiques. Ils sont aussi d'ordre de la connaissance, spirituel, esthétique. Les amis, sommes-nous des êtres limités au simple plaisir sensoriel? La jouissance est-elle simplement sensorielle? On peut jouir et se réjouir en partageant, en échangeant dans une discussion remarquable. Moi, en faisant une conférence ce soir, en utilisant le logos, je me réjouis. Je m'exprime. Est-ce que je viens faire ici ce soir une conférence parce que je suis en manque ou parce que j'ai un appel intérieur, spontané? Donc, c'est ça, on va distinguer deux types de désirs. Le désir comme manque, on est en train de le dépeindre, mais après, on va aller voir le désir comme puissance, présent chez Nietzsche et notamment Spinoza. Donc, j'ouvre une parenthèse. Ici, Pierre dit qu'il désire m'offrir un café demain et que si je refuse, va-t-il vivre une frustration? Pierre, je t'ai dit qu'on allait décider demain. Je me positionne pas ce soir. Salutations, les amis. Oui, Mylène, je vais répondre à ta question. Salutations à Marie-Lou, salutations à Mylène, à Pierre, à Isabelle, merci d'être là. Salutations à Rose, Elena, à Christine, à Tine. Salutations à Daniel de Sainte-Thérèse, à Mélanie. Salutations à Linda, à Karine et à Vanda. Donc, on est un bon petit groupe, un groupe de 15. Je vais revenir, Mylène, sur le complément dans quelques instants en parlant de Platon. Dans le discours du banquet, le discours d'Aristophane. La recherche de l'âme sœur, de l'âme qui va nous compléter. Alors, le désir comme manque, c'est comme un cycle sans fin. Insatiable. Parce que vous avez déjà vécu ça. Vous êtes allé à un restaurant, vous avez aimé ça. Vous dites à votre ami, quand est-ce qu'on retourne? Et là, vous dites, tant qu'à ça, on va faire la tournée des restaurants, on va devenir des exploréens de la gastronomie. Et là, on tombe dans une espèce de frénésie où à chaque semaine, on s'en va explorer des restaurants. Mais c'est intéressant, c'est pour aussi connaître, expérimenter tout ça, mais on peut le faire aussi parce qu'on sent un vide. On peut le faire aussi parce que on recherche toujours la nouveauté. On sait que l'esprit est stimulé par la nouveauté, par la différence, par le désir de compréhension, et voilà. Donc, revenons, je vais me servir un petit peu de thé en attendant. Je vous salue, merci d'être là ce soir, 12 décembre, avec Mathieu Martel, directement du marché Jean Talon, au loft du philosophe. Mathieu Martel avec vous, donc je corrige les examens avec mes élèves de ce temps-ci, et j'ai terminé mes cours, etc. Et nous allons avoir quelques lives avant le 3 janvier. Et ce soir, on va s'entretenir du désir comme manque versus le désir comme puissance. Merci d'être là à cette rencontre. Donc, je reviens au désir comme manque. Le désir comme manque qui va, pour répondre à Mylène, qui va nous pousser vers la recherche de quelque chose, une satisfaction qui est liée à autrui, qui est une recherche d'une satisfaction à l'extérieur de soi. Et cela est expliqué, bien sûr, dans le fameux texte du banquet de Platon, lorsque Aristophane parle du mythe de la douce moitié, pour expliquer l'origine des attractions envers les autres sexes, etc. Et là, il y a on utilise le mythe
pour essayer d'expliquer pourquoi certaines femmes sont attirées par d'autres femmes, des hommes envers les hommes et des hommes envers les femmes, etc. Mais tout ça, c'est dans le cadre d'une explication des orientations sexuelles, mais par ailleurs, cela, il pose comme élément que nous recherchons notre moitié, c'est-à-dire un autre être pour être complet. Donc, c'est un petit peu, ça pousse vers c'est le mouvement de la vie, hein, en fin de compte. Hein, il y a un mouvement qui peut aller vers la reproduction, puis d'autres mouvements vers le compagnonnage, mais on peut aussi élever des enfants en adoptant, etc. Et ce désir comme manque-là, hein, s'oppose à une vision qui dit que non, le désir n'est pas juste un élan basé sur le manque, un élan qui présuppose une souffrance originelle, mais que nous pouvons aller vers autrui par plaisir, par élan, par joie, et parce que cela augmente notre sentiment de puissance d'exister. On a ça chez Nietzsche, on a ça chez Spinoza avant et chez Michel Onfray. Donc, aller vers ce qui nous attire par plaisir, pour l'acte même, qui nous donne quand même aussi un sentiment d'augmentation de la puissance. Mais c'est un élan, c'est un désir vu comme puissance d'exister. Je ne peins pas parce que je suis en manque. Je ne joue pas d'un instrument de musique parce que je suis en manque. Je ne lis pas un livre parce que je me sens vide. Comme disait Nietzsche, je lis un livre pour me délasser ou par curiosité, je lis un livre pour me stimuler. Voilà, me stimuler intellectuellement. Parce que j'aime l'acte de comprendre. Voilà, parce que j'ai le goût de m'exprimer. Hein, souvent, les gens vont toujours voir en termes de « je fais les choses parce que ça me rapporte ». Je fais les choses de manière stratégique. Mais on peut faire les choses pour le plaisir de l'acte même. Et on a ça chez Aristote dans la pratique de la philosophie et de la recherche de la connaissance pour elle-même. Voilà. Et pas simplement dans un but pratique basé sur une forme de fin justifie les moyens. Hein? Voilà. Donc, si vous avez des questions, les amis, des commentaires, etc., ce soir, j'élabore sur le désir comme manque. Et bon, pour revenir à la recherche de la douce moitié, hein, si nous allons vers les autres par plaisir, parce que cela nous inspire, et non pas, et c'est un petit peu là, il y avait une belle phrase de Fromm hein, qui disait, Fromm, bon, il y avait une belle citation qui passait cette semaine que j'ai utilisée pour mon Facebook Live, mais il y avait une autre position de Fromm qui disait je t'aime et je retourne à toi parce que je t'aime. Et non pas pour illustrer le désir comme manque, parce que je suis en manque, je vais vers toi. Mais de toute façon, ça peut être n'importe qui. Hein? Quand quelqu'un est en manque et en besoin, il peut prendre n'importe quelle personne sur son chemin. Dans la perspective du désir comme manque, c'est simplement pour se sentir un, pour se sentir comblé, grâce à la présence de l'autre, mais ce qui est un leurre, parce que c'est de rechercher à l'extérieur de soi, ce qui présuppose aussi qu'on ne se sent pas complet. On ne se sent pas un. Mais quand on va vers les autres par plaisir, par élan, on y va parce que cela nous réjouit. Mais on y va pas à la base comme si nous étions, esselés, habités d'un sentiment de vide. Bon, ici, sur le clavardage, on parle de tatouage, où est situé ton tatouage, etc.
Donc voilà, je reviens à mon sujet, je vais essayer de rester, là, le clavardage ne fonctionnait pas dimanche, j'étais plus concentré, mais bon, voilà. Donc les amis, dans la perspective du désir comme puissance d'exister, on fait les choses par goût, par élan, non pas pour se sentir complet, non pas pour rechercher une simple satisfaction du moment, hein, combler un besoin ou un désir. Mais Lacan parlerait de jouissance, c'est-à-dire que la pratique, certaines pratiques liées à ta nature profonde sont de l'ordre, non pas de la satisfaction d'un besoin, mais sont de l'ordre de l'augmentation de la puissance d'exister, ce que Lacan appellerait, sont de l'ordre de la jouissance. Et Aristote rajouterait peut-être aussi, de la réjouissance. Donc, quand j'ai aidé un ami à déménager, j'ai dit, Guillaume, j'ai 4 heures pour toi. Ça a pris 3h45. Et Guillaume m'a dit, tu vas être libre bientôt, là, dans une demi-heure, tu vas être libre. J'ai dit, Guillaume, je suis déjà libre. Et j'ai décidé de venir t'aider parce que tout était parfait. J'avais une fin de semaine ouverte. Et ça m'a fait faire des exercices incroyables. J'ai pu corroborer que je suis en forme, encore. Un bel entraînement de 3h45. Nous avons discuté, j'ai pris de l'air, et Guillaume m'a peut-être même offert son appartement pour le mois de juillet. Un superbe appartement avec vue sur le Mont-Royal, près du marché Jean Talon, bien sûr. Donc, mais tout ça, c'était parce que j'avais le goût, parce que ça me tentait, et ce fut un moment parfait où je me concentrais sur chaque chose. Hein, on transportait des meubles à deux, etc., des boîtes, etc. Et on a passé un beau moment. C'est un beau moment de la journée. Voilà, là, il m'a offert des livres, j'ai observé quelques livres, je les ai pris, mais l'important, c'était le plaisir dans l'acte même. Hein? Donc, des fois, on s'aide parce que c'est encore mieux quand on le sent, quand on n'est pas pris aussi dans le donnant-donnant, etc. C'est juste pour célébrer le moment lui-même. Donc ici, j'ai des petits commentaires. Attendez, les amis, je vais juste aller voir ça, ici. Donc, l'amitié basée sur la vertu, Mylène, selon Aristote, hein, est basée sur la recherche de l'excellence, de développer les qualités morales en soi. Et oui, bien sûr, l'amitié, la philia pour Aristote, pour les Grecs, c'est le partage. Jouir et se réjouir ensemble dans la gratuité, mais peut être aussi basé sur la recherche de connaissances. Daniel nous dit que les besoins, j'essaie de comprendre, Daniel, ton point, très éphémère, les besoins acquis. OK, bon, les satisfactions en lien avec autrui, Daniel, tu dis peut-être que ça ne dure pas. Hein? Lorsqu'on attend après autrui pour être satisfait, après autrui pour être complété, hein? Ça a peut-être amené les philosophes comme Platon et Aristote à se poser deux questions. Platon a posé la question suivante. Est-ce que le sage a besoin de vivre en communauté? Ou de vivre, c'est ça, dans une communauté, en société, ou peut-il être sage, détaché de la vie sociale? Et Aristote de répondre le contraire, non, le sage a besoin d'être en communauté. Donc ici, on a peut-être deux visions qui pourraient être approfondies dans une thèse, bien sûr. Ça me fait penser à ça. Hein? On est tous interdépendants, mais avoir une vision basée sur le désir comme manque, d'être dans le besoin, et de toujours espérer, hein, parce que c'est ça que le problème avec ce cercle du désir comme manque, c'est un cercle d'insatisfaction, c'est qu'on pense toujours, ah, j'ai enfin trouvé la bonne personne. J'ai enfin trouvé le bon emploi. J'ai enfin trouvé la bonne maison. Mais mes chers amis, il y aura toujours des problèmes
à tous les jours. Peut-être que si on s'inspire de Erich Fromm puis qu'on se dit qu'on voit la vie comme un art, salutations à Vanda qui doit nous quitter, si on voit la vie comme un art et une pratique du bonheur dans l'acte même, on peut travailler à long terme, mais on sait que c'est chaque moment qui compte dans notre processus. Puis on sait qu'il y aura toujours des moments où on sera déstabilisé, qu'il y aura des défis à relever, des problématiques à clarifier. On sait que comment dire, il n'y a pas de moment parfait, mis à part le moment qui est là, avec les défis qui viennent avec. Et notre regard sur les phénomènes. Quel regard avons-nous sur le phénomène? Donc, tout dépend quand même un peu plus de nous, de la manière dont nous voyons les choses, des pensées que nous entretenons, puis aussi le fait, c'est pour ça que j'ai changé ma conférence du mois de février, la conférence du mois de février sur la prise de décision. Hein? Comment se décider et s'assumer. Donc, troisième élément, donc la meilleure devoir, contrôler nos pensées et les décisions que nous prenons, mettre nos limites, être capable de dire oui, être capable de dire non. Mais on va se rendre compte que si on voit simplement la vie, je reviens au point, comme désir, comme manque, bon, on va être pris dans ce système-là infernal. C'est pour ça que j'aime mieux voir le désir comme jouissance et réjouissance. Dans une relation avec le cosmos, avec autrui, avec soi-même. Voilà. Alors les amis, si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. On est samedi le 12 décembre. Mathieu Martel avec vous, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philo collégial. Donc cette semaine, on s'est vu, écoutez, j'ai fait 4 lives, 3 lives, une conférence jeudi soir, et aujourd'hui, dimanche dernier aussi, sûrement. Donc j'étais en forme, j'enseigne moins, donc j'adore faire des lives, et j'y vais par élan. Voilà. Alors les amis, je vais revenir, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, là j'ai bien sûr parlé, parce que de Platon, j'avais dit que j'allais parler de Platon dans le banquet, le discours d'Aristophane. Hein? Si on peut changer notre manière de voir, de ne pas voir juste la vie comme « il me manque quelque chose ». Je vais être comblé lorsque j'aurai une maison, lorsque j'aurai un copain, lorsque j'aurai fini ma... Hein? Tout le temps lié à l'espoir et au plus tard. Hein? Je serai bien lorsque... Ou je ne peux pas être heureux ou heureuse parce qu'il me manque X, Y, Z. La vie est-il faite simplement de satisfaction de nos projets, de nos désirs? Ou plutôt, la vie serait-elle conscience, apprentissage et exercice à partir de nos capacités, de ce qui nous plaît? Donc, Pierre nous lance un petit commentaire. Il préfère la moitié qui a du répondant. OK, Pierre, clarifie-moi ta position. Là, tu cherches ta moitié. Mais Pierre, c'est pas toi qui m'avais parlé que tu disais à un moment donné que tu représentais, j'ouvre les guillemets, là. Tu me dis que tu as l'amour inconditionnel à offrir. Mais là, je t'avais dit à un moment donné, est-ce que tu l'attends aussi d'autrui? Donc, c'est intéressant, on va regarder ça ensemble comme position. Donc, je vous pose la question suivante. Si on est l'amour inconditionnel, donc on peut donner l'amour inconditionnel, comme un parent peut-être à l'égard de son enfant, est-ce que on peut être en attente de recevoir aussi de l'amour conditionnel de la part d'autrui? Donc, si on est la source, hein, si on est, mettons, amour, comme disait Nietzsche, comme la vertu, la source qui donne, a-t-on besoin d'être dans l'attente, hein, de recevoir
de l'amour par l'extérieur pour être comblés. Sommes-nous des quémandeurs ou des êtres qui attendons d'être aimés d'autrui? Ou sommes-nous capables, dans un élan d'ouverture et un élan qui est excentrique, d'être dans le don d'amour? Mais attention, pas se donner jusqu'à s'oublier, à se perdre. Parce que certains vont tout donner d'eux-mêmes jusqu'à s'autodétruire. Jusqu'à se nuire, nous dirait Spinoza. Prendre soin de soi. Donner. Regardez, quand j'ai aidé Guillaume en fin de semaine, j'ai dit, Guillaume, j'ai 4 heures à t'offrir. Je vais t'offrir un beau 4 heures. Mais c'est ma limite. Je suis pas LG2, LG4, LG5, là, de l'énergie infinie. On a chacun nos limites. Les accueillir. Chacun notre personnalité. Sommes-nous extravertis, introvertis? Voilà, comment fonctionnons-nous? Donc, j'ai une question ici de Linda. Le désir... OK, donc c'est une bonne question. Le désir, est-il lié à ce que nous voulons? Tantôt, j'ai dit que le désir est l'exercice. À partir de ses capacités, c'est un élan vers quelqu'un, quelque chose, par plaisir, par attrait, par goût. Ce que l'on veut, ce que l'on désire, c'est basé sur des projets, des plans, des attentes. Et là, c'est lié à l'extériorité, c'est lié à autrui. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui va être capable de satisfaire tes attentes, tes besoins ou être en accord avec tes valeurs? Pas toujours facile à trouver. Premier point. L'autre point, le désir. Je comprends pas ta question. Le désir, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on va être prêt à donner ou un engagement? Juste me clarifier la question, Léna, je comprends mal. Donc, par ailleurs, tu dis que l'amour inconditionnel n'est peut-être pas quelque chose d'humain. Non, parce qu'on a tous des limites. On a tous nos propres limites. Et en exerçant nos limites, on s'illimite. On devient plus vaste. Plus vaste. Je reviens ici. Donc, quand on est dans l'attente, d'être aimé, l'attente que nos désirs soient comblés, on risque, d'espérer beaucoup. Et c'est un désir, comme disait Sponville dans Le bonheur désespérément, on risque de ne pas être satisfait. Donc, premièrement, on attend après quelque chose qui ne dépend pas de nous. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis, on n'est pas sûr aussi que ça arrive. Autre chose. Linda, je ne comprends pas encore ta question. Je vais juste répondre à Daniel. Oui, Daniel, nous faisons les choses par élan, par désir, puis après, Sartre dirait qu'on justifie après avoir choisi avec la raison et la logique pour justifier nos actions, pour se donner des raisons, des justifications. Linda, repose-moi une question, juste la question, reformule-moi une question, puis je vais répondre à ta question. Essaie de bien la formuler. Donc, je reviens au point. Donc, Mylène dit que tout part à l'intérieur de soi et nous partageons à partir de notre être. OK? Mais vous voyez, nous avons des attentes envers le gouvernement, envers la nature, envers tout. Là. Nous sommes dans l'attente. La vision stoïcienne des choses, c'est d'être capable de s'entraîner, de se préparer à toute éventualité, puis de faire avec ce que nous avons. Et davantage de contrôler nos pensées, etc. Je vais revenir à mon point. Je vais prendre une petite gorgée avant.
Donc, vous savez que mes rencontres, c'est de l'ordre de... Je fonctionne toujours avec l'intuition, le ressenti, voilà, l'enthousiasme, etc. Et je me laisse être. Donc ici, je n'ai pas un plan préétabli. Mon être me guide et je vous parle du sujet. Donc, je reviens au point. Là, on était là dans la position de l'attente. Hein? Le désir qu'on manque est basé sur une attente. On espère que nos désirs soient réalisés. Mais on est plus dans la voie de la passivité. On peut attendre que Dieu nous sauve, on peut attendre que l'amoureux croise notre chemin, l'amoureux potentiel, amoureuse, dans l'attente. Et ça ne dépend pas vraiment de nous. Donc, le chemin peut-être le plus satisfaisant, dans la jouissance et la réjouissance, c'est l'exercice de sa propre volonté, qui est peut-être la voie vers le bonheur, vers ne pas attendre après autrui. Parce que dans le désir comme manque aussi, au côté spirituel, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'on peut se dire, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas au sommet, j'ai encore des croûtes à manger. Je dois monter les degrés de la hiérarchie. Un autre problème aussi, de ne se sentir jamais complet, jamais réalisé. Certes, on apprend toujours, on s'améliore, on fait des erreurs, on essaie de se corriger. Mais l'obsession de la perfection, l'obsession de la verticalité, c'est peut-être aussi un piège qui est basé sur le désir comme manque. Hein? Souvent, on peut se sentir incomplet intérieurement, vide. J'ai même une amie qui a écrit sur son Facebook « Le bonheur est ailleurs ». Ça laisse présupposer beaucoup de choses. Si le bonheur est ailleurs, c'est qu'on parle du spatio-temporel. Là. Il n'est pas ici maintenant, ou il est peut-être dans l'exploration d'un autre monde. L'ailleurs, le voyage, la rêverie. Il n'est pas ici et maintenant. Encore là, on est séparé de l'état ou du chemin vers le bonheur. Donc, quand on se dit « ça sera plus tard », je serai heureux plus tard, je serai enfin réalisé lorsque j'aurai connu l'éveil puis qu'un maître m'aura éveillé. Je serai heureux quand tout sera parfait dans ma vie, mais vous savez, les amis, vous avez beau gagner le million, il va falloir le gérer après. Vous avez beau trouver l'âme sœur, mais le quotidien sera toujours présent. Les épreuves, les surprises, voilà. Donc, mon amie Danielle me demande, est-ce qu'elle est heureuse? Bon, ben là, elle a rencontré quelqu'un. Peut-être que ça va mieux. Je pourrais lui demander si le bonheur est ailleurs ou près d'elle. Donc, je reviens à mon point, les amis. Merci d'être là, cette rencontre. Là, le clavardage fonctionne, je suis très content. Donc, merci d'être là ce soir. Le sujet du jour, le désir comme manque et souffrance versus le désir comme puissance d'exister et plaisir en acte, bonheur en acte. Donc, les amis, certes, le philosophe est à la recherche de la sagesse, mais le sage, lui, possède-t-il la sagesse? Socrate était assez sage pour se dire « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », mais ça lui permettait de pratiquer la dialectique, le questionnement. C'est une ruse. Hein? C'est une ruse pour pratiquer la dialectique. Il était ironique. Et donc, je reviens à mon point. Si on essayait de se dire que tout commence ici maintenant, qu'on a accès aux réponses, ici maintenant, qu'on est capable de faire selon nos capacités ici maintenant, que le bonheur n'est pas lié à un plan, à la réalisation de nos projets,
mais qu'il commence maintenant, dans le plaisir en acte, dans le thé que je me prépare, dans la conférence que je donne, dans l'exercice, la pratique d'un instrument de musique, dans la promenade que je fais, dans la discussion que j'ai avec quelqu'un, dans les rêves que je fais la nuit, dans la douche que je prends, etc. Et j'en suis conscient et je me réjouis. Daniel me pose, peut-on chercher ce qu'on a déjà? Très bonne question. Hein? L'homme heureux ou la femme heureuse peut-il rechercher le bonheur? Peut-être par curiosité, mais si on est installé, si on dit tout commence ici maintenant, dans le je suis, et à chaque moment, chaque moment, c'est, comme je disais dans la puissance de l'instant, je vais vous lire le petit passage. La conscience du sentiment d'exister. Je suis, j'existe. Je sens que je suis, j'existe. Recèle une puissance infinie, celle de la puissance infinie de l'existence. On commence avec ça. Je ressens, je suis, j'existe, je vibre. Y a-t-il un problème? Comme disait Bob Adamson. Y a-t-il un problème maintenant? Il y a un problème quand je me mets à ben oui, mais là, j'ai pas de copain dans ma vie, j'ai pas de copine, je suis pas dans mon domaine, je dois 10 000 $ à la banque, il y a une fuite d'eau dans mon appartement, que faire? Où donner de la tête? Ben, on va s'occuper d'une chose à la fois. Hein? Comme disait Montaigne, comme disaient les moines zen, lorsque je porte de l'eau, je porte de l'eau. Lorsque je coupe du bois, je coupe du bois. Lorsque je danse, je danse. Lorsque je cuisine, je cuisine. Lorsque je bois mon thé, je bois mon thé. Et lorsque je règle un problème de mathématiques, je règle un problème de mathématiques. Et lorsque c'est le temps de faire mes impôts, je fais mes impôts. Certes, on va être traversé par toutes sortes de pensées. Mais est-ce qu'il faut prendre nos pensées au sérieux? Hein, comme disait Sioran, dans une belle citation, nous sommes tous et toutes des farceurs. Nous subsistons à nos problèmes. Pensez-y, gang. Le 12 décembre 2019, que s'est-il passé? Est-ce que vous vous rappelez du problème que vous aviez le 12 décembre 2019? Il y a 3 heures, quel était votre problème? Maintenant, y a-t-il un problème? Donc, Mylène nous dit qu'on peut rechercher la sagesse, bien sûr, c'est un processus. Nous avons des épreuves, des problématiques qui surgissent à chaque instant. C'est d'apprendre à vivre, à régler certains problèmes, à voir comment on réagit selon les situations, comment on voit les choses. Est-ce qu'on se fait du cinéma? Est-ce qu'on croit à nos films, à nos personnages, etc.? Certes, on ne sera pas dépourvu d'émotions. Des fois, ça va être la colère, la jalousie, l'envie, la déprime, le ressentiment, l'explosion, la tristesse, la mélancolie. Oui, nous vivons ça, mais peut-être, comme les sages le vivraient, une goutte d'eau ou un seau d'eau dans l'océan. C'est quoi la différence entre le sage et l'ignorant, l'homme ballotté par les affects, comme une feuille d'automne dans le vent? La différence, c'est que le sage est conscient de ce qui lui arrive. Il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il vit des émotions, mais il n'est pas. Ou il pourrait dire qu'il est totalement émotion. Et là, peut-être que il y aurait... l'émotion se fondrait dans la mer. Ça peut être ça, il y a 2 perspectives. J'observe, je suis conscient que je vis ça, mais je ne le suis pas. Ou par ailleurs, c'est un peu la phrase de Nisargadatta Maharaj. Quand je suis amour, je suis tout. Quand je suis dans la perspective de la sagesse, je suis rien.
pour la joie de ne rien être. Ça veut dire quoi être rien? Ça veut dire que vous êtes assis dans l'autobus et que vous sentez que vous n'êtes plus rien, que vous n'existez pas, que vous n'êtes que pure perception, pure sensation. Vous vous sentez même comme être l'autobus et vous trouvez l'autobus belle. Ça, c'est comme d'être dans le sentiment pour la joie de ne rien être. Question, commentaire de Christine et question de Mylène. Est-ce que, oui, absolument, Christine. Pourrait-on dire que ce soir, tu avais simplement le désir de partager? Absolument, j'avais le désir de me réjouir en transmettant, en parlant à travers le Logos et d'être avec vous, de créer un événement. Voilà, absolument. Mylène, est-ce qu'on peut transmuter ces manques? Ben, tu peux juste dire, Mylène, pour transmuter, c'est de dire oui à tes manques. Oui, je me sens en manque. Oui, je suis triste. Oui, j'ai besoin d'affection. Oui, je suis un peu confuse en ce moment. C'est de dire oui. Hein? Mais, et par ailleurs, transmuter, tu peux te servir du désir pour réaliser tes propres projets, bien sûr. C'est la libido qui sert à la construction, la libido de la connaissance, etc. Oui, tu peux te servir de cette énergie-là pour aller... De toute façon, on a besoin de l'énergie pour se réaliser. Hein, chez Platon, le désir est orienté vers la compréhension et la connaissance. Absolument, mais aussi quand moi, j'embrasse ma léthargie, mon état de déprime. Je ne lutte plus. Et ça va tellement mieux. Hein? D'être en combat, de lutter, de juger. C'est le mental, souvent, quelquefois, du point de vue oriental. Quand on se juge, on se condamne, on s'évalue, mais là, je devrais être là, puis là, je vais être au sommet, puis l'obsession. Les athlètes, en ce moment, souffrent en pandémie. Hein? Pas évident. On sympathise avec eux. Le spectateur, être le spectateur de notre vie. Être le témoin, l'observateur, sans devenir une police envers soi-même, bien sûr. Donc, on peut apprendre à s'observer. Oui, mais jeûner, c'est un plaisir. Bon, Linda nous parle des jeûnes. Désir comme jeûner, estomac rétréci. J'ai un ami qui fait moi, je fais des jeûnes de 17 heures, 18 heures, intermittents, etc., parce que j'ai le goût. Mais de me tomber dans l'obsession de la rigueur, Platon en parle, bien sûr. L'esprit trop rigide, trop orthorexique, devient, tu sais, influence en capacité de jugement, devient, avec l'esprit un peu plus, devient rigide et plus borné. La souplesse, Bruce Lee, hein? L'eau, bouger comme l'eau. Voilà. Oui, des fois, on peut sentir qu'on a besoin de faire un jeûne, c'est merveilleux. Puis après, on sent que ça suffit. On peut le faire 3 jours de temps, hein? Des jeûnes intermittents, etc., Puis, totalitaire, c'est que ça s'applique à tous, à toute ta vie, à toi-même, aux autres. Moi, je dirais pas totalitaire, mais moi, je me dis, de toute façon, tout ça, c'est du mental, au sens que tu dis, OK, je vais jeûner. Regarde, tu pourrais commenter avec je vais jeûner pendant 7 jours, 17 heures par jour. OK? Tu vas t'imposer une rigueur, peut-être tu vas commencer par 7 jours, après 1 mois. Mais encore là, moi, je suis pour l'écoute et le ressenti, la voie de la fluidité. Tu as beau essayer de t'autodiscipliner, tu vas encore obéir à des carcans, à des pensées structurantes. Tu ne seras pas à l'écoute du vivant. La vie, elle est plus rusée que toi et elle est imprévisible. Et Daniel m'avait donné un conseil, je vais parler de Daniel là, ici, pour pratiquer la basse électrique. Tout ça au début. Daniel me dit, Mathieu, essaie de, si tu veux, comme faire une bonne pratique, touche-y 5 minutes par jour pendant une semaine. OK. Mais ça, c'est un défi. Vous voyez, les amis, je vais juste faire donner un exemple. C'est un défi très simple.
Daniel m'a même pas dit, joue de la bass. Touche à l'instrument 5 minutes. Hey, je dis ça, c'est pas compromettant. Finalement, à chaque fois que je touchais à l'instrument, je l'ai fait une semaine, 9 jours de temps. J'ai pratiqué bien plus que 5 minutes. Ça allait de la demi-heure à 40 minutes à 1 heure. Après, pendant 10 jours, j'ai rien fait. Puis après, juste en laissant l'instrument là près de moi, là, des fois, je pratiquais 2 heures par jour, 1 heure, etc. Et là, la relation, elle est née. Donc, c'est organique. Je ne me force pas pour jouer. J'y vais par goût, par attrait, par plaisir. Hein? Qui voudrait être en relation avec quelqu'un? Pensez-y. Si on vous forçait. Oui, au début, on force les enfants. Hein, l'enfant ne veut pas, puis il va apprendre à aimer, mais à un moment donné, il y a des limites à s'auto-imposer des trop grandes structures. Oui, l'athlète comme Christine, et oui, l'athlète veut les médailles. L'athlète veut les médailles, veut être le meilleur, veut le challenge aussi du dépassement de soi. Il espère gagner. Mais nous, on est dans une autre voie. Le plaisir pour l'acte même. Moi, quand je pratique ma bass, je n'ai même pas de goût de pratiquer des chansons. Le but, c'est le plaisir et ça se déploie tout seul. Je n'ai pas de but. Oui, Daniel, merci, ça a vraiment fonctionné. Daniel me dit, écoute, touche-y 5 minutes. Il m'a même pas dit pratique ton instrument. Il dit, va juste toucher pendant 7 jours, là. Puis c'est Daniel qui était mon initiateur. Hein? Il a su comment me prendre. Et là, j'avais un autre ami, lui, qui me disait, va te chercher un professeur, pars le métronome, puis allez, vas-y, puis tape du pied. Puis là, écoute, ça me stressait, là, c'était un carcan. Je ressentais sa professeure d'université à McGill qui parlait à travers lui pour me donner des conseils. Et moi, j'étais dans la voie de la... Les amis, moi, c'est fini, là. C'est la voie de la fluidité, de l'élan, du ressenti. Et ça donnera ce que ça donnera, car dans la voie du désir comme puissance d'exister, c'est le plaisir dans le geste, dans l'acte de compréhension. Comme disait notre Sponville dans Le bonheur désespérément, hein? Le plaisir de jouir et de se réjouir, le plaisir de connaître, de comprendre, le plaisir du bonheur dans l'acte même. Voilà notre chemin. Alors les amis, j'espère que cette petite rencontre, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent. Je me suis laissé être comme un improvisateur de jazz ou de musique indienne. Merci d'avoir été présent. On va se revoir sûrement très bientôt. Hein. Je me laisse être. Je vous avertis toujours avec une petite annonce Facebook. Puis j'envoie à mes habitués un petite annonce là, pour la conférence. Donc, merci d'avoir été là en si grand nombre. On se revoit bientôt. Sachez que jeudi prochain, le 17, sur le Connais-toi toi-même à 13h, il sera disponible, bien sûr, dans la section vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Bon samedi soir. Profitez-en. Au moins, on n'a pas de verglas. En tout cas, ici, c'est simplement de la pluie jusqu'à demain matin. Merci à tous et à toutes. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.